2022. Dimitri Pavlenko. 8h40, qui parle de l'école dans la campagne présidentielle? À vrai dire, pas grand monde. Alors certes, Valérie Pécresse formulait des propositions samedi, plaidant notamment pour plus d'autonomie. Anne Hidalgo, il y a quelques mois, mais c'était pour proposer surtout d'augmenter massivement la rémunération des profs qui, certes, en ont bien besoin. Ou encore Éric Zemmour, plaidant lui le retour à la pédagogie d'antan, le rétablissement de la blouse. L'école de France, tout le monde en conviendra, ne va pas bien, en particulier dans ce qu'on pourrait appeler la troisième France. Je veux dire, pas celle des métropoles, ni celle des banlieues, celle de ce qu'on appelle les territoires où vivent près de 2 Français sur 3 tout de même. Je vous propose ce matin un petit voyage en Picardie. Nous sommes à 62 jours du premier tour. Bonjour Charlotte Dornelas. Bonjour Dimitri. Pardon, j'articule mal, journaliste à Valence Actuelle. Guylaine Ottenheimer, bonjour Guylaine. Bonjour Dimitri. Rédactrice en chef à Challenge. Et Jean-Baptiste Noyac est avec nous. Bonjour Jean-Baptiste. Bonjour Dimitri. Ce voyage en Picardie, c'est vous qui nous le proposez. Vous êtes directeur de la Fondation Excellence Ruralité, auteur d'un livre que je montre à ceux qui nous regardent sur Europe1.fr. Excellence Ruralité, des écoles pour la France périphérique. Ça vient de paraître aux éditions Point de Bascule. Alors, Excellence Ruralité. Ruralité, d'abord, vous y mettez un S. Très concrètement, votre projet, c'est celui d'une école que vous avez construite pratiquement de toutes pièces dans un petit village qui s'appelle Laffère. C'est dans l'Aisne. Je résume, le projet, vous avez choisi cet endroit-là. Pourquoi? Il y avait une attache personnelle, d'abord, mais aussi parce que c'est le village le plus pauvre, dans le département le plus pauvre, de la région la plus pauvre de France. Jean-Baptiste Noyac, j'ai envie de vous poser une question toute bête. Qu'êtes-vous allé faire dans cette galère? Oui, en effet, je me suis installé il y a maintenant 5 ans avec mon épouse et une équipe de 4 jeunes professeurs, donc à Laffère. C'est une petite ville de 3000 habitants qui compte 50% de chômage des jeunes et 40% de décrochage scolaire. Et donc on s'est installé sur le parking d'un ancien Lidl, on a mis des Algeco et puis on a ouvert un collège pilote pour les enfants de la France périphérique. On a d'abord commencé avec 2 classes, une classe de 6e, une classe de 5e. Et 11 élèves. Aujourd'hui, on accueille 70. On en aura plus d'une centaine l'an prochain. Là, on croule un peu sous les demandes d'inscription. Et on ouvrira une 2e école en septembre prochain en Charente. Et donc, l'idée, c'est de développer une pédagogie qui soit adaptée aux besoins des enfants de ces territoires. Donc, une pédagogie avec des outils assez simples, mais qui, mis ensemble, sont assez efficaces. On a d'abord le fait d'avoir des petits effectifs, donc pas plus de 15 élèves par classe, pour pouvoir accompagner à la fois les enfants qui sont en difficulté et pas les laisser sur le bord du chemin. Et aussi pousser plus loin, le plus loin possible, les enfants qui ont plutôt des facilités. On a des professeurs qui sont à la fois professeurs et éducateurs, parce qu'on pense que c'est très important à la fois, compte tenu des enjeux éducatifs de notre époque, que les professeurs se chargent de cette dimension aussi éducative, en complément des familles. Et puis aussi pour asseoir leur autorité, c'est très important qu'ils créent une relation avec les élèves. Le 3e point qui est hyper important dans notre pédagogie, c'est l'exigence. On est très exigeant avec les enfants, y compris de milieux, et je dirais même en particulier de milieux modestes, parce que je suis convaincu que l'exigence de l'école, tant dans les savoirs que dans les savoir-être, est essentielle pour permettre aux enfants de gravir l'échelle sociale. Et puis enfin, cette école, c'est un peu plus qu'une école, c'est aussi un moyen de retisser du lien social, et donc on a une relation très étroite avec les familles. Oui. Alors ça, votre école s'appelle le Cours Clovis. Soissons n'est pas très loin. Exactement. Vous êtes hors contrat, c'est-à-dire que vous ne suivez pas les programmes de l'éducation nationale, ce qui n'empêche pas l'éducation de venir vous visiter de temps en temps. Si, on suit les programmes, oui, mais on n'a pas forcément les mêmes méthodes. Mais en fait, on va au même endroit, mais on prend pas forcément le même chemin. Oui. Pourquoi vous êtes allé spécifiquement à Laffère? Pourquoi vous intéressez spécifiquement aux enfants, vous dites, de la France périphérique? Qu'est-ce qu'ils ont de particulier, ces enfants, Jean-Baptiste Noyac? Parce que je crois que c'est le cœur de votre projet, c'est le cœur de votre livre. Vous avez des phrases assez terribles. Vous dites, ces enfants, ce sont moins des victimes de l'existence que des victimes de l'école. Et vous en parlez comme de grands brûlés de la vie. En fait, il y a eu un petit peu 2 étapes dans notre prise de conscience sur ces enjeux. Au départ, on était vraiment dans la question du décrochage scolaire, et on a vu arriver en effet, parce qu'on était à l'affaire à des enfants qui avaient vécu des choses très difficiles, des familles très blessées, mais très rapidement, on a vu arriver des familles qui étaient de milieux beaucoup moins difficiles. Si vous voulez, vous aviez des enfants de classe moyenne, des enfants de profs. En fait, je donne des exemples. Des enfants qui arrivent en 6e, ils ont un niveau de lecture, même pas de niveau de CE1. Beaucoup
des enfants qui viennent chez vous ont été victimes de harcèlement à l'école, de la violence aussi, et d'une pédagogie, celle qui est dans l'éducation nationale. Racontez-nous un petit peu, parce que ça c'est le cœur du livre, cette pédagogie, vous dites, elle est totalement inadaptée en fait à ces enfants. En fait, ce qui est très intéressant et ce qui nous a beaucoup frappé, c'est que, en effet, moi quand je suis arrivé à l'affaire, d'abord il y a la première chose qui m'a frappé énormément, c'est la violence qui existe dans les établissements scolaires. Faut quand même voir que 80% de nos élèves de la première année avaient été victimes de harcèlement. Que moi j'ai un papa d'élève qui a été obligé de filmer son gamin en train de se faire tabasser dans la cour par la grille de l'école, pour qu'enfin le sujet soit pris en compte par l'école. Donc il y a une vraie détresse des familles vis-à-vis de l'école sur ce sujet-là. Et puis après, la question du niveau scolaire. Moi, on a pris en fait les tests PISA en pleine figure. C'est-à-dire qu'en effet, la moitié des élèves qui arrivent en 6e ne savent pas... Donc les tests PISA, je rappelle, sont un test effectué par l'OCDE à intervalles réguliers de plusieurs années, qui permettent d'évaluer le niveau selon des critères communs dans les 37 ou 38 pays de l'OCDE. Et la France se situe actuellement, on va dire, au début du deuxième quart. Donc peut mieux faire. Et puis vous avez un certain nombre d'évaluations, Teams, Peers, les évaluations annuelles de l'éducation nationale qui démontrent qu'il y a vraiment un effondrement du niveau, y compris en mathématiques. Donc on a vu des enfants qui avaient d'énormes difficultés à lire en arrivant en 6e, près de la moitié qui avaient du mal à lire un texte simple, qui avaient d'énormes difficultés à l'écrit, des enfants qui mettaient 20 minutes à écrire 3 lignes, si vous voulez, et des enfants qui avaient d'énormes difficultés en vocabulaire ou avec l'orthographe. L'orthographe n'avait jamais été un sujet. Et donc ces difficultés-là, à la fois sur le plan de la violence et sur le plan du niveau scolaire, elles sont, à mon sens, le produit d'un manque d'exigence de l'école vis-à-vis de ses enfants, parce que on veut éviter de mettre ses enfants en difficulté, y compris et surtout les enfants de milieu modeste. Et cette forme de compassion qu'on a pour eux, elle aboutit à les enfermer dans un centre de difficulté. Et donc, à mon avis, ce qui est très important, c'est de se montrer exigeant vis-à-vis de ces enfants-là, surtout pour leur permettre justement de croître et de progresser sur l'échelle sociale. Alors, faute d'être allé à l'affaire, Charlotte Dornelas et Guylaine Ottenheimer ont lu votre livre, Excellence Ruralité. Guylaine, je vous laisse commencer. Vous l'avez lu tout d'abord sur le projet et l'intention qui se trouve derrière elle. Comment vous trouvez Je trouve tout à fait intéressant et toujours très sain qu'on se penche un peu sur vraiment des populations dont on ne parle pas souvent, ni dans les journaux, ni dans la campagne. Je rappelle, juste pour dire, la France périphérique, ce label, c'est 60% de la population, 80% du territoire. C'est très bien, il faut... et l'intention de sortir certains de ces gamins de ce no man's land est tout à fait vertueuse. Bon. Simplement, alors quand j'ai lu le livre, vous savez, c'est un peu comme quand vous faites prendre dans Internet où on vous dit comment faire des grandes marches sans prendre des ampoules, les recettes miracles. Alors vous lisez, on vous répète que quand vous marchez, si vous avez des ampoules, ça fait très mal, et puis vous tournez, vous n'arrivez toujours pas à la solution, parce que ce livre ne donne pas vraiment la solution au problème français, qui effectivement, on est très nul en PISA, etc. Comment on sort de ce pédagogisme, de cette méthode semi-globale qui a été une catastrophe absolue. Là, évidemment, même au début, vous parliez de classe de 7 enfants. Ce qui est intéressant, c'est de voir qu'on peut sortir de l'échelle scolaire des enfants qui viennent de milieux extrêmement modestes, avec des parents qui ne peuvent pas s'occuper d'eux, aucune aide autour d'eux. On s'aperçoit que quand on s'en occupe, qu'on leur donne un peu de discipline, qu'on s'intéresse à eux, et voilà. Sauf que, on est là dans des écoles où il y a très peu d'effectifs, hors contrat, c'est-à-dire qu'on peut virer les gamins qui sont vraiment trop embêtants, ce que n'arrive pas à faire l'éducation nationale, puisqu'en principe, il y a une obligation scolaire, donc ils ne veulent pas très bien... c'est compliqué. Ça vous est arrivé d'exclure? Oui, tout à fait. Et c'est très intéressant parce qu'en effet, on est dans un cadre qui nous donne les coups des franches pour innover. Et la vraie question, c'est comment on transpose ça. Je prends tout à fait le point. Moi, je suis convaincu qu'on peut transposer ça, mais c'est une question de choix. C'est-à-dire que quand vous choisissez d'avoir un encadrement dans notre école, eh bien, vous avez le prof qui est à la fois prof et éducateur. Donc, vous n'avez pas de budget de surveillant, vous n'avez pas de personnel de l'enseignant. Je continue. Pourquoi je trouve ça compliqué Vous avez une équipe pédagogique motivée qui est venue là avec vous. Je veux dire, qui ne compte pas ses heures, si je peux dire, s'il faut s'il faut s'impliquer à la récréation, c'est pas le prof. Ça fait partie de ses heures. Oui, voilà, oui, d'accord, mais enfin, je veux dire, il y a tout un environnement. Alors ça, c'est la première chose. Je vois mal le lever de drapeau, l'uniforme dans toute la France. Ça va être difficile et cela dit, je pense qu'il y a des
des énormes réformes à faire de l'éducation nationale. Il faut faire sauter le mammouth, il faut régionaliser la gestion, il faut donner de l'autonomie aux directeurs. Mais je veux dire, il ne faut pas dire que tout est noir. Par exemple, il y a aussi le privé marche pas si mal. D'ailleurs, tout le monde veut mettre ses enfants dans le privé sous contrat. On n'est pas obligé d'être hors contrat. Et le privé sous contrat, moi, je pense que c'est une des mesures à prendre. Pour le moment, il y a une espèce de numerus clausus. Il ne faut pas qu'il y ait plus de 17 ou 20% de sous contrat. On laisserait le chiffre exploser, il serait 25, 30, 35. À un moment, peut-être que l'éducation nationale se réveillerait en disant oui, on est en train de perdre tous nos élèves. Je veux dire, on est complètement d'accord. Bon, moi, je demande que ça. Voilà, je pense qu'il y a énormément de choses à faire. Oui. Là, le micro-exemple, c'est juste montrer que des gosses peuvent être sortis de l'échec scolaire. Alors, il y a la dimension pédagogique, vraiment technique, si je puis dire, dans votre livre. Et puis, il y a aussi tout un arrière-fond politique, Charlotte Dornelas. C'est ça aussi dont j'aimerais que l'on parle, parce que le fond de votre livre, c'est aussi de dire en France, aujourd'hui, il n'y en a que pour les enfants des métropoles, il n'y en a que pour les enfants des banlieues, où effectivement, beaucoup de moyens sont mis, et le dédoublement des classes en REP, REP+, mis en place par Jean-Michel Blanquer, ciblait essentiellement ces quartiers de banlieue. Et toute cette France-là, elle passe un petit peu à côté, elle a un peu négligé, Charlotte Dornelas. Ça ressort très nettement du livre. Oui, ça ressort très nettement du livre, et ça ressort aussi de nos observations depuis quand même quelques années. Donc il y a à la fois une question d'argent, mais même une question d'investissement et une question de reconnaissance à la fois dans le débat politique, évidemment, et médiatique. Qui avait entendu parler de ces enfants-là ? Moi, franchement, quand j'ai refermé ce livre, je me suis dit... On réalise pas, en fait. On réalise vraiment pas à la fois le constat qui est fait, l'addition de ce qui pèse sur les épaules de ces enfants-là. Évidemment, les questions familiales, mais la question de la drogue, la question de la pornographie, la question du harcèlement scolaire avec des violences extrêmes, la question du décrochage scolaire. Quand vous avez 80% des enfants qui arrivent dans votre école qui sont victimes de harcèlement scolaire, certains qui décrochent, certains qui ne sont plus scolarisés en dessous des 16 ans, où normalement, évidemment, l'obligation tient encore. C'est à la fois le constat qu'on ne réalise pas, et justement, alors moi, à l'inverse, j'ai vu des pistes de réflexion. Ce que j'ai aimé dans le livre et sur le terrain, notamment politique, c'est-à-dire le terrain du réalisme, c'est que souvent la question de l'école est très idéologique. En fait, nos discours sur l'école sont très idéologiques. Pourquoi ? Certains se disent ça a beaucoup mieux marché avant, donc il faut refaire l'école d'avant, et d'autres disent au contraire, c'est le lieu de l'enfance, de l'avenir et donc de l'innovation permanente. Là, il y a une question de réalisme, on va reprendre ce qui a marché, prenons l'exemple de l'uniforme, de la lecture, des méthodes, mais on va aussi prendre en compte la réalité telle qu'elle est. Par exemple, on va faire des professeurs des éducateurs, ce qui n'était pas du tout le cas dans l'école d'avant. Les parents étaient les éducateurs, les professeurs étaient des instructeurs. Donc il y a à la fois ce mélange-là, et sur la question... Les hussards de la République étaient un peu éducateurs quand même. Beaucoup moins que ce qui est dit dans ce livre. La littérature, vous voyez, qui s'impliquait avec les enfants, ils avaient des discussions, c'était le maître à penser des enfants. Mais voilà, c'était pas une critique. Pas seulement sur le plan scolaire, c'est quand même le référent dans le village. Vous aviez quand même un pays, et notamment un rapport entre les adultes et les enfants, une solidité, on va dire, même d'apparence, peu importe, des familles, qui faisait que le professeur avait moins besoin d'être éducateur. C'est même pas une critique de ma part, c'est simplement que la société a énormément changé, et que là il y a des descriptions de la situation des enfants qui concrètement n'existaient pas il y a encore 50 ans dans ce pays. Alors ces jeunes dont vous vous occupez, ces enfants, vous décrivez cette jeunesse de la France périphérique comme les habitants des marches. Les marches, c'était au Moyen-Âge, c'était ces grandes régions qui étaient censées protéger le cœur du royaume. Donc on sent bien l'idée. Et vous dites, ces enfants n'ont pas beaucoup de motifs de fierté, parce que même dans les conneries, dites-vous, ils sont déclassés. C'est ce que leur disent des enseignants qui ont, pour certains, enseigné en banlieue. Donc voilà, il y a quand même cette idée d'appartenir à nulle part et de ne pas pouvoir en partir de ce fameux nulle part. Mais pour revenir sur la pédagogie, justement, Guylaine vous disait, j'ai pas trouvé la recette miracle en fait. Et vous l'écrivez, vous dites, finalement, il n'y a pas tellement de secret. La recette, c'est autorité bienveillante, discipline, uniforme, culte de l'apprentissage et de l'effort, mise en valeur et en confiance des élèves. On a envie de se dire, mais pourquoi l'école n'applique pas cette formule si simple en apparence? Oui, tout à fait. Je pense pas qu'il y ait de recettes miracles. Il y a surtout des bonnes volontés. Il y a des énergies éducatives aujourd'hui qui se font jour de toutes parts et qui aujourd'hui sont bridées. C'est-à-dire que il y a des milliers de profs qui ne demandent qu'une chose, c'est de pouvoir créer des écoles pour des enfants de milieu modeste. Aujourd'hui, vous parlez des écoles privées. Je permets de donner l'anecdote. C'est un des enseignants qui a travaillé avec vous qui raconte une inspection et ça se passe en maternelle, je crois, avec des petits. Et l'enseignant s'assoit sur une chaise pour adultes
Et l'inspecteur le lui reproche en lui disant mais vous vous prenez pour une noble à ne pas vous mettre à leur niveau sur des chaises pour enfants. Oui, ça c'était dans un livre que je citais dans le livre. Mais ce qui est hyper intéressant, c'est que je vous dis, il y a vraiment cette dynamique en faveur de l'innovation scolaire qui aujourd'hui est réservée à une élite parce qu'il n'y a pas le modèle économique pour la mettre au service de ceux qui en ont le plus besoin. Et donc libérer un petit peu les énergies éducatives, permettre à ceux qui veulent créer des écoles de pouvoir le faire. Parce qu'un prof, qu'est-ce qu'il anime au fond? C'est de pouvoir mettre le culture, le savoir au service des enfants qui n'ont pas reçu chez eux. Donc il faut vraiment favoriser ce modèle-là et à mon sens permettre l'utilisation de ces méthodes pédagogiques au service de ceux qui aujourd'hui en ont le plus besoin. Guylaine Ottenheimer. Moi je pense que l'école en France a commencé à dérailler avec la massification de l'éducation. Quand on parle de 50 ou 100 ans, il n'y avait pas autant d'élèves. Et c'est à ce moment-là que les pédagogues ont inventé la méthode globale. Qu'est-ce que c'est le constat? C'est que pour apprendre B plus A égale bas, il faut une capacité d'abstraction. Voilà, c'est pas concret de faire B, A égale bas. Et cette capacité d'abstraction, les enfants ne l'ont pas tous au même âge. Ça dépend à la fois de leur intelligence, mais aussi de l'environnement sociologique, des incitations qu'ils perçoivent. Et donc, c'était très difficile d'avoir des classes entières avec des gosses à 4 ans qui comprenaient B égale bas, et puis des enfants de 6 ans qui n'avaient toujours pas cette capacité. C'est pas grave, parce que vous pouvez l'avoir à 4 ans ou à 6 ans. À 10 ans, vous avez tout rattraper. Simplement, il faut, au démarrage scolaire, s'adapter au rythme de capacité de l'enfant. Donc, on s'est dit, on fait plus BA, on fait banane. Alors, vous prenez vos feuilles, vous coloriez banane. Banane, ça s'écrit comment? BA, voilà. Donc, on a complètement nivelé la capacité. Après, comment voulez-vous faire apprendre la grammaire, faire la rhétorique, etc., quand vous n'avez pas commencé déjà par le premier stade de l'écriture. Voilà, ce livre s'appelle, on aurait pu en parler encore longtemps, il y a tellement de choses dedans, Excellence Ruralité, ruralité avec un S, parce que c'est un concept, les ruralités que vous décrivez au début du livre. C'est signé Jean-Baptiste Noyac. Merci d'être venu nous voir, d'avoir fait le voyage jusqu'au studio d'Europe 1. Bonne journée à vous, Charlotte Dornelas, Guylaine Ottenheimer, bonne journée et à bientôt.